Xavier Belin, j'ai l'impression qu'entre vous et Claude Grand, il y a quand même pas mal de passerelles, parce que la fierté du métier, ça vous l'avez, puis de toute façon, vous êtes très liés au secteur des semences, et puis aussi le ras-le-bol et les inquiétudes pour l'avenir, c'est aussi quelque chose que vous partagez avec lui. D'abord, bonjour à tous. Oui, je vais vous décevoir, Philippe, parce que je ne vais pas animer le débat dans le sens de la contradiction. Puisque finalement, ce qui vient d'être dit, je le partage complètement. Alors, ça m'aurait étonné un peu aussi, remarquez. Oui, mais non, parce que vous savez, dans le syndicalisme, il y a aussi beaucoup de diversité. Et on sait qu'il y a une partie du syndicalisme qui n'est pas très majoritaire, qui est même très minoritaire, mais qui, par rapport au dossier des semences, a une position quand même très singulière. Bon, c'est pas celle que j'exprime, et je crois que c'est pas celle que je représente. Peut-être deux mots. D'abord, je voudrais emprunter un petit morceau de la conclusion de Daniel Cohen. Parce que quand on écoute Daniel Cohen et dans sa conclusion, on se dit finalement, bon, le défi alimentaire qui est devant nous, les 2 milliards ou 2 milliards 500 millions de personnes qu'il va falloir nourrir en plus d'ici à 2040 ou 2050, le fait qu'on soit quand même dans un monde où justement, au moins pour nos secteurs, on ne devrait pas trop se poser de questions en termes de demande, et donc soyons réceptifs par rapport à cette demande, ça nous pose quand même un vrai problème. Ça nous pose un vrai problème parce que, à la fois, on est un peu envieux et on a envie de participer à cette croissance mondiale et donc d'y apporter aussi notre propre contribution et donc forcément d'en tirer des bénéfices. Mais dans le même temps, ce qui vient d'être dit est parfaitement juste, on court quand même avec des semelles de plomb aux pieds. Les semelles de plomb, c'est quoi ? C'est des réglementations franco-françaises, européennes, mais franco-françaises qui sont quand même souvent beaucoup plus contraignantes que la moyenne européenne. C'est par exemple, disons-le, un coût du travail dans ce pays qui est beaucoup trop important par rapport à ce qu'on vit en termes de concurrence. Je ne parle pas du niveau des salaires, je parle bien des charges qui pèsent sur les salaires. Et je pense qu'il faudra remettre l'ouvrage sur le métier. Il y a parmi vous des représentants de coopératives. On sait que le CICE, pour les coopératives, c'est quasiment mort. Bon, donc, ou bien on revient en arrière, et au fond, la proposition de l'ancienne majorité, on la remet à niveau et on en fait un vrai sujet, c'est-à-dire comment on diminue les charges sur les salaires avec un dispositif, par exemple, de type TVA. Moi, je suis très favorable à ça depuis le départ, je l'ai toujours dit. Il faudra sans doute y revenir. Je dis aussi que dans le même temps, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en matière d'innovation et de recherche, on ne peut pas dire quand même qu'on facilite beaucoup les choses dans ce pays. Et paradoxalement, et là je rejoins complètement les propos de Claude Grand, enfin, quand on regarde cette filière semencière, quand on applique 2-3 ratios simples, le rapport chiffre d'affaires, plus exactement solde commercial sur chiffre d'affaires, le rapport emploi sur chiffre d'affaires, le rapport valeur ajoutée sur chiffre d'affaires, enfin si tous les secteurs de l'économie avaient les mêmes ratios, on ne serait pas en train de se lamenter sur le sort économique et social de la France. Bon, donc ça veut bien dire qu'on a devant nous un pôle d'excellence. Et puis troisième dimension, et là je me place vraiment en tant que paysan, quand Claude Grand dit la semence est à l'origine finalement de la chaîne alimentaire, oui, il a complètement raison. Mais là où il ne faut pas se tromper quand même, c'est que de manière ancestrale, il est vrai que les agriculteurs ont toujours ressemé leurs semences. Nous savons tous aujourd'hui qu'une semence, ça s'améliore. Donc ça passe forcément par des sociétés semencières, ça passe par de l'innovation, ça passe aussi par une certaine acceptation que dans ce monde nouveau dans lequel nous évoluons aujourd'hui, la recherche pourrait bien être demain déterminante, pas simplement sur le niveau et la qualité des semences, mais sur la capacité de nos propres entreprises à rester des leaders, comme ça vient d'être expliqué. Et c'est là où je pense qu'il y a une vraie fracture aujourd'hui, parce que ne pas en parler, on peut se dire après tout, on passe à côté des gouttes, tant mieux. En parler, c'est s'exposer. Je regarde le président du CNIS qui est devant moi. On a vécu il y a 2 ans et demi à peu près, quand même un épisode assez savoureux. Alors, ce n'était pas la majorité d'aujourd'hui, mais je pense que ça n'aurait rien arrangé si ça devait se voter aujourd'hui, entre nous. On a vécu un épisode assez savoureux où la représentation parlementaire, devant laquelle nous étions auditionnés par rapport à la transcription de la directive UPOV 91, a failli nous faire basculer dans le camp de celles et ceux qui font le choix de permettre, enfin, ou en tout cas de banaliser au fond la semence, alors que la semence, elle est porteuse justement d'évolution, de résolution aussi d'un certain nombre de problèmes. Je dis, moi, par exemple, aujourd'hui à nos ministres de tutelle, attention, on peut faire le Grenelle de l'environnement d'un côté, on peut se doter d'un plan éco-phyto 2018, on peut revendiquer justement plus de compétitivité. Si nous n'avons pas un matériel génétique à la base suffisant et répondant justement à toutes ces caractéristiques, dit autrement, parce que ça, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais
c'est le lieu commun que maintenant tout le monde s'est approprié, combiner la performance économique et la performance environnementale, la semence est un des paramètres, un des éléments qui nous permettra de répondre à ce double enjeu. Il ne faut pas se tromper de sujet. Et c'est là-dessus où on sent bien qu'aujourd'hui, il y a quand même un espèce de paradoxe latent parmi nos élus, parmi la représentation nationale, parmi aussi, je dois le dire, c'est là où on doit peut-être, non pas rester discret, mais avoir peut-être une politique de communication, peut-être même de marketing, je vais oser le terme, envers un certain nombre de publics qui finalement traitent ça de manière assez un peu idéologique, sous forme de posture. On est contre, parce que derrière la génétique, on pense tout de suite OGM, on pense biotechnologie, etc. Et alors, si demain des technologies appliquées aux semences nous permettent d'être peut-être plus performants en matière de phytosanitaire, de qualité de l'eau, d'augmentation des rendements, et il faut parler d'augmentation des rendements, de capacité aussi à répondre de manière beaucoup plus satisfaisante à des problèmes de maladies ou de choses comme ça, enfin, pourquoi s'en priver? Si demain nous avons des variétés qui nous permettent, peut-être ça viendra-t-il, dans un laps de temps que nous verrons peut-être, en tout cas je nous le souhaite à nous tous, de transformer des graminées en légumineuses, dit autrement, de capter une partie de l'azote de l'air pour le transformer et en faire un élément nutritif de la plante. Enfin, au nom de quoi devrions-nous nous interdire ce type de recherche et cette mise en œuvre sur le territoire national ou sur le territoire européen? Enfin, il y a des questions quand même qui vont beaucoup plus loin que des postures auxquelles nous sommes soumis aujourd'hui, me semble-t-il.